Bienvenue à Rencontre avec l'artiste. Je suis votre animateur Gilles Plouffe. Aujourd'hui, je vous invite à rencontrer une écrivaine réalisatrice. Avec plus de 20 ans d'expérience en court-métrage, film documentaire, et elle finalise en ce moment son premier long-métrage, je vous invite à rencontrer Patricia Chica. Allô, Patricia. Bonjour Gilles, Comment vas-tu? je vais très bien, je suis heureuse, je termine un film, mon premier long métrage, donc ça va super bien. Ben, on va en parler en masse de ça, tu vas voir. Premièrement, je veux te remercier d'être là avec nous, d'avoir accepté. C'est un plaisir pour nous, puis nos spectateurs, que tu sois là. Mais c'est un plaisir pour moi aussi, Gilles, j'admire énormément ton travail, toutes les formations que tu donnes pour élever la communauté du théâtre et du cinéma télé à Montréal. Vraiment, j'admire énormément. C'est un privilège et un honneur pour moi de converser avec toi aujourd'hui. ben, merci beaucoup, c'est gentil. Ben, je peux dire un peu la même chose avec toi. Les gens qui travaillent avec toi, ils t'apprécient énormément. Il y a des liens très serrés qui se forment. Il y a beaucoup d'amour et on va en parler là, tantôt un peu aussi de ton approche. Ce que j'ai remarqué, c'est ça fait déjà 2 décennies que tu travailles dans le monde de la production. Ça veut Oui, dire, j'ai commencé quand j'avais 16 ans, avant même d'avoir terminé mon école secondaire. Je me suis intéressée à l'audiovisuel et j'ai été emprunter la caméra de l'école. Il y avait une caméra VHS à l'époque. Et ça me vieillit un peu de dire ça, là. Mais j'avais été filmer des entrevues avec les étudiants, puis j'avais appris à faire un montage, donc j'avais créé un documentaire. C'était la première fois que pour le cours d'anglais, quelqu'un faisait un projet audiovisuel. D'habitude, c'était un projet écrit, mais moi, j'ai décidé de le faire en anglais, en vidéo. Et les professeurs ont tellement aimé ce projet-là qu'ils l'ont projeté à la soirée de graduation devant tout le monde. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai lancé ma carrière, ma profession, mon envie de faire du cinéma. et, et- la caméra, tu ne l'as pas comme pris à cachette. Tu avais la permission pour prendre la caméra à l'école. Là. Ou si vous êtes rentré la nuit, vous avez pris la caméra, non? J'aurais pu, mais comme j'aime suivre les règles et je suis assez gênée et polie, j'ai été cognée à la porte du professeur d'audiovisuel, dont je n'étais pas son étudiante, et je lui ai demandé s'il pouvait me prêter une caméra pendant une journée pour mon cours d'anglais. Puis il a dit oui. Il a dit, ah ben oui, pourquoi pas, tu as juste à la rapporter demain ou quelque chose comme ça. Puis c'est, en tout cas, des fois, c'est bien de briser les règles, mais je n'étais pas prête encore. Je n'avais pas cette confiance en moi encore à l'âge de 16 ans. Ouais, ben, hein, on est un peu innocent à cet âge-là, encore. Ouais. Ouais. Et j'ai vu aussi que tu as travaillé à date, à ton jeune âge, dans, si je ne me trompe pas, tu as atteint ou plus que 100 productions. Oui, depuis que j'ai commencé, je me suis impliquée à différents niveaux dans plus d'une centaine de productions. Puis le chiffre 100 est arrivé il y a 10 ans, quand je me suis souvenue sur quoi j'ai travaillé, toutes les vidéoclips, toutes les pubs, toutes les émissions de télé, les reportages. En tout cas, là, ça doit être bien plus que ça. Mais c'est ça que je fais à temps plein. Donc, c'est sûr que quand je travaille sur une production, ça ne veut pas dire que j'étais là de A à Z. De celles que moi, j'ai produit ou réalisées, c'est peut-être une vingtaine, trentaine, mais de l'ensemble de ma carrière, m'impliquant avec d'autres réalisateurs, avec d'autres producteurs, ou en travaillant, pendant 8 ans, j'étais directrice de casting. J'avais ma propre agence dans la jeune vingtaine. J'ai arrêté ça pour devenir réalisatrice. Donc, c'est sûr qu'en tant que directrice de casting, j'ai fait au moins 2000 auditions. Puis là, c'était peut-être 50, 60 productions juste là. Donc, c'est sûr que ça s'accumule vite, mais je pense que la richesse d'un artiste,
c'est toutes ces collaborations diverses qu'on a à travers nos carrières. C'est pas juste de se dire je suis juste acteur ou je suis juste réalisateur ou juste producteur, mais de collaborer avec d'autres artistes, avec d'autres storytellers. Ça nous nourrit, ça nous enrichit, ça nous apprend d'autres perspectives, d'autres façons de faire aussi, qui pour nous deviennent une éducation globale du métier de raconteur d'histoire. Oui, c'est ça. Et tu as fait de la direction de casting. Tu as fait ça où? Tu étais où? Basé où? J'étais à Montréal. Tout a commencé quand j'étais à Concordia et un réalisateur est venu recruter des étudiants parce qu'il n'avait pas de budget. Puis moi, j'avais été recrutée pour être son assistante réalisatrice. Et pendant toute la pré-production qui a duré 2 mois, on faisait les auditions pour les acteurs du film. Donc, il fallait que j'aille trouver des acteurs non unions pour des rôles quand même assez consistants. Et je suis partie dans les rues, dans les écoles de théâtre, je cognais aux portes, je mettais des annonces partout, de Le Bottin, le gros plan. En tout cas, il n'y avait pas Internet encore à cette époque-là. C'était vraiment du travail physique, d'aller à la rencontre des acteurs. Et là, j'ai comme ramassé une banque de photos, parce qu'il n'y avait même pas, c'était pas des sites web, c'était des catalogues comme des cartables avec des photos dans des plastiques, avec les CV, puis il fallait garder ça bien organisé, mettre ça à jour. Puis là, c'était rendu que le sous-sol chez mes parents était devenu une agence de casting. J'avais comme 200 de ces cartables-là. Et par bouche à oreille, les producteurs ont su que je faisais du casting. Puis là, je me faisais engager pour faire du casting. Puis c'est devenu une entreprise. À la fin de ma carrière de casting, j'avais 5 employés, puis mes bureaux étaient chez Mel's, juste en face du bureau de Michel Trudel. Et je faisais du casting américain pour des séries qui se tournaient à Montréal, des longs métrages, des choses comme ça. Donc, en faisant 2000 auditions, ça a été très formateur pour moi de travailler avec l'acteur parce que j'étais laissée à moi-même. Il fallait que je les auditionne avec un lecteur et une personne qui faisait la caméra. Puis, il fallait que je me débrouille pour aller faire ressortir tout ça. Mais heureusement, une de mes professeurs à Concordia, c'était Micheline Langto, qui elle m'a enseigné la direction d'acteur et c'était un de mes cours préférés à Concordia. Donc, j'avais fait un stage avec Micheline sur un de ses plateaux où j'ai pu l'observer travailler, comment elle travaillait avec ses acteurs. Puis elle, comme comédienne aussi, c'est une femme formidable, d'une extrême générosité. Et ça l'a vraiment déclenché en moi cette envie de travailler avec le meilleur instrument pour raconter une histoire, c'est l'acteur. C'est l'acteur qu'on voit à l'écran, c'est l'acteur qui dégage l'émotion, qui transmet toute cette gamme de différentes émotions que le spectateur va ressentir. Donc, ce travail-là a toujours été très important pour moi. Et tout ce que je fais est par rapport à l'acteur. OK, alors c'est comme l'élément le plus important pour toi dans tes productions, dans tes films. Oui, puis l'acteur, parce que l'écriture est importante. Sans un bon scénario, on n'a pas un bon film. Mais toujours quand j'écris des scénarios ou quand je collabore avec des scénaristes, c'est toujours en fonction de comment ça va être livré par l'acteur. Comment est-ce que l'acteur va interpréter ça? Et je suis le genre de réalisatrice qui va lire un scénario et s'il y a trop de dialogue, je vais enlever 50%, la moitié du dialogue, je vais le couper parce que je le sais que l'acteur va pouvoir transmettre les mêmes sentiments, la même information avec son jeu corporel, son jeu énergétique. Et même en montage, maintenant je suis en train de terminer le montage de mon long métrage, j'ai coupé un autre 50% de toutes les lignes qu'on a enregistrées sur le plateau, qu'on a capturées, pour laisser juste les moments entre les prises où l'acteur pense, où il regarde, où il va réagir, mais avant même qu'il dise sa réplique. Je trouve que c'est là où il y a vraiment la magie qui se révèle d'un personnage, le non-dit, le ressenti. Et même en écriture, en montage, en composition musicale, tous mes chefs de département savent et sont entraînés que s'ils ont à travailler avec moi, c'est toujours pour supporter la performance à tous les niveaux.
Puis sur le plateau, souvent les caméramans vont vouloir tel angle parce que c'est plus beau, puis la lumière, elle rentre. Puis je dis, ça ne sert pas l'acteur. Parce qu'en bout de ligne, si l'acteur, l'image a beau être belle, mais si l'acteur n'est pas dans l'angle qu'il favorise ou qui raconte cette histoire du mieux de son potentiel, ça ne sert à rien de faire des belles images. Donc, ça a toujours été ça la conversation sur mes plateaux. Et les acteurs, je pense qu'ils se sentent vraiment à l'aise de travailler dans un environnement où ils se sentent aimés, supportés, mais aussi considérés. Et pour moi, c'est très important que l'acteur soit toujours dans cet espace de liberté-là. Mais oui, c'est sûr que c'est important pour l'acteur de se sentir en sécurité, de se sentir voulu, désiré, aimé et soutenu. Est-ce que ça veut dire ça que la façon que tu t'y prends quand tu tournes peut être un peu différente que des façons plus conventionnelles ou traditionnelles? Je veux dire, est-ce que tu permets à l'acteur plus de temps pour trouver de la vie intérieure, sans le dialogue? Est-ce que tu fais plus de prises? Ça se manifeste comment, ça, dans ton travail? D'après toi, là, comparé à d'autres productions plus conventionnelles, plus... Oui, je me le suis fait dire par mes producteurs, par mon équipe technique, mon assistant réalisateur. Ils me l'ont fait remarquer. Parce qu'il faut dire, les techniciens travaillent sur 4 ou 5 films par année. Ils font peut-être une dizaine de pubs par année. Ils envoient des différents plateaux et différentes façons de travailler de plusieurs réalisateurs. Moi, je travaille juste sur mes films comme réalisatrice. Donc, je connais que ma méthode. Je n'ai pas eu la chance d'observer beaucoup d'autres plateaux. Mais ce que je me suis fait dire et que je me suis fait remarquer, c'est que l'acteur a beaucoup de pouvoir sur mes plateaux. Il y a toujours un dialogue entre moi et l'acteur avant même qui va se déteinter sur mes instructions données aux techniciens. Et eux, ils n'étaient pas habitués de travailler comme ça parce que les techniciens sont très autonomes. Ils savent que, OK, c'est ça la scène, c'est ça qu'on a à faire. On va mettre l'accessoire là, l'éclairage là, l'emplacement. Mais moi, je travaille avec de l'énergie. Donc, juste pour te donner un exemple, mon acteur principal, Hakim Brahimi, j'ai décortiqué c'était quoi ses directions énergétiques et j'ai fait déplacer le décor pour que ça soutienne sa direction énergétique comme en feng shui. Donc, vu que c'était un jeune et nouveau acteur avec peu d'expérience, je voulais que tout le vortex énergétique soutienne sa performance d'une façon subtile et viscérale que même lui, il ne comprenait pas nécessairement. Donc, j'ai fait déplacer des chaises puis des éléments dans le décor pour que sa direction à la caméra soit toujours dans la direction où son énergie est la plus forte. Et c'est des petits détails comme ça que subtilement, je sentais que je pouvais le supporter au maximum à un niveau plus métaphysique que physique. Alors, même lui s'en rend pas compte, mais il est nourri de façon organique pour que son travail puisse se faire oui, comme toi tu le désires. J'ai décortiqué la structure énergétique des acteurs principaux, surtout quand ils devaient travailler ensemble pour pouvoir les placer dans le décor de manière à ce que, supposons qu'en Feng Shui, on a des directions qui favorisent les relations interpersonnelles. Donc, si je voulais avoir une scène de discorde, j'allais par exprès les placer dans une position énergétique défavorable pour qu'ils ressentent la lourdeur, encore la discorde, la séparation. Mais quand je voulais qu'ils soient amoureux, qu'ils soient amicaux ou en connexion énergétique, bien, je les plaçais. Ce n'est pas toujours facile parce que les techniciens, ça prend un peu de temps décortiquer tout ça. Puis les techniciens ne comprennent pas. Puis je pense qu'à la fin du tournage, les gens, en tout cas, mon assistant réalisateur, il m'a dit, Patricia, wow, tu as vraiment été chercher le meilleur de ces gens-là. Puis il dit, c'est intéressant comment tu travailles parce qu'il n'y a personne qui travaille comme ça dans l'industrie. C'est toujours en harmonie avec beaucoup d'amour, beaucoup de générosité. Donc,
C'est sûr que si ça prenait un peu plus de temps, c'est du temps qu'on gagnait à la fin de la journée pour que l'acteur puisse performer à son plein potentiel, surtout des jeunes et nouveaux acteurs qui n'ont pas cette expérience de plateau, qui ne font pas des téléséries tout le temps. Ils ont besoin de ce temps supplémentaire qu'on soit avec eux, qu'on les accompagne. Et les gens, généralement, les acteurs, ils reçoivent assez bien ton style de direction d'acteur? Oui, oui, parce que quand j'ai fait les auditions, c'était un prérequis. Moi, j'ai parlé très ouvertement, avec beaucoup de transparence, pendant toutes mes auditions, aux acteurs qui venaient, que j'ai rencontrés en callback, en la deuxième audition. Je leur ai expliqué ma méthode et je les ai interviewés. Je voulais ressentir aussi l'échange humain, comme toi et moi, Gilles, on est en train de faire en ce moment. Et selon leur ouverture à travailler dans une nouvelle façon, un nouveau processus, je pouvais déjà déterminer s'ils pouvaient avoir une croissance, cette ouverture pour apprendre et s'adapter à une nouvelle façon. Et quand je ressentais une fermeture ou que c'était, il y avait un malaise, je me suis juste simplement dit, c'est pas un bon match pour moi. C'est comme dater. C'est pas un bon match. Ça veut pas dire que c'est pas des bons acteurs. Faut que ça reste harmonieux, puis il faut que le monde ait du plaisir, ça leur tente de travailler comme ça, tu sais. Puis tous les acteurs sur mon plateau avaient cette ouverture et cette curiosité, mais cette envie d'apprendre, au point que Jasmina Parent, Hakim Brahimi et quelques autres sont venus s'entraîner pendant 1 an en Chi Énergie avec moi pour devenir prêts à faire leur personnage. Puis c'est beaucoup ça qui a aidé à créer cette harmonie sur le plateau. Est-ce que tu as l'habitude ou tu aimes travailler avec des acteurs qui ont jamais joué, qui n'ont pas d'expérience? Parce que là, c'est Walid, je pense, dans Montreal Girls, qui a le premier rôle, et lui non plus, il n'avait jamais joué avant. Tu fais ça souvent, toi? Parce que là, je regarde dans tous les courts-métrages que tu as faits, parce que tu en as fait plusieurs, je ne les ai pas comptés, mais tu dois en avoir 50, je ne sais pas combien de courts-métrages tu as fait. Est-ce que c'est habituel pour toi de travailler avec des gens qui n'ont pas d'expérience comme acteur? Oui, en fait, je vais toujours caster le meilleur candidat pour le rôle. Et souvent, ça tombe que ce n'est pas un acteur professionnel. Je ne sais pas, dans ma façon de réaliser, j'écris des personnages qui ne sont pas nécessairement conventionnels, mais comme je viens d'un milieu documentaire, je suis attirée par l'humain et pas par l'acteur comme tel. Tu as fait quand même beaucoup de documentaires. Et ça, c'est assez particulier. Qu'est-ce qui t'a attiré au documentaire et c'est quels les projets de documentaires qui t'ont interpellé le plus dans ceux que tu as fait, qui t'ont parlé le plus, qui t'ont affecté le plus? Oui, quand j'étais au cégep, j'ai étudié l'anthropologie et la psychologie et ça m'a énormément attirée vers l'être humain. Donc, quand j'ai eu l'opportunité de travailler en télévision internationale pour aller faire de la série documentaire, puis j'ai travaillé pour des réseaux comme National Geographic, Discovery Channel, History Channel, MTV, Travel Channel, en tout cas aux États-Unis, UK et Canada. Donc, j'ai voyagé énormément pendant 10 ans en série documentaire. Et moi, ce qui m'a toujours attirée, c'est que pour un tournage, je pouvais être dans la jungle avec des chamans qui ne parlaient pas l'anglais, qui étaient en tout cas des indigènes dans leur élément, leur habitat, et m'entendre profondément avec eux et apprendre d'eux. Et une semaine plus tard, je m'envolais à un autre endroit, tapis rouge, Hollywood avec des célébrités. Puis la semaine d'après, je pouvais être dans un laboratoire, dans une université à Boston, avec la NASA en train de filmer une étude qui se faisait, une expérience qui se faisait. Donc, d'avoir cette diversité de rencontres avec des gens différents, de différents background, ça m'a juste nourri de comment travailler avec l'être humain parce que dans le fond, on est tous là pour raconter des histoires, pour que le monde soit meilleur, mais aussi pour connecter avec d'autres personnes.
Et c'est ça l'essence pour moi du storytelling. Donc, le travail d'acteur, pour moi, c'est la même chose. C'est juste que c'est dans un contexte beaucoup plus organisé. Oui, oui, c'est ça. Ton premier documentaire, ça se peut-tu que ce soit un short qui s'appelait Hip Hop? Ah oui, ça, c'est 514-50 Hip Hop que j'ai co-réalisé avec Yannick Letourneau, qui est maintenant un producteur. Et oui, c'était un de mes premiers documentaires qui a été financé et diffusé à TFO, TV Ontario. Et ça a été partir à la rencontre des différents rappeurs francophones de Montréal. Ah, OK. Ensuite, t'as fait une série documentaire E-Love. Oui, E-Love, c'était ma première série documentaire et je suis partie dans plusieurs pays. C'était à l'époque où les sites de rencontres par Internet venaient de sortir, puis c'était très populaire. Donc, on avait, par exemple, un homme à New York avec une femme de Londres qui se sont rencontrés sur Internet, qui sont tombés amoureux et ils se rencontrent pour la première fois à l'Empire State Building devant les caméras. Donc, c'était une coproduction Canada et Angleterre, et on avait l'équipe britannique, l'équipe canadienne, et ces deux équipes s'envolaient à un endroit commun, puis filmaient la rencontre pendant un week-end. C'était de la télé-réalité, mais ça m'a beaucoup appris à travailler dans un contexte quand même très casé, parce qu'il y avait un format à respecter, mais avec des vraies personnes qui vivaient des vraies émotions, là. C'est comme soit ils tombaient amoureux, soit ils se détestaient. En tout cas, c'était comment gérer tout ça. Ouais. Ben oui, c'est comme une école pour toi, je suppose, là, dans ton parcours, ces genres de productions-là. Oui, ça a été très formateur. Tout ce que je fais m'a amené à être la réalisatrice que je suis aujourd'hui et je continue à apprendre et à grandir. Ben, tout ce qu'on fait dans la vie nous amène à être la personne qu'on est aujourd'hui. Oui, Il y en a un exactement. documentaire, le titre, ça m'a attiré un petit peu. Je me disais, il me semble que Patricia a dû avoir du fun à faire ça. C'est Live to Dance. Oui, Live to Dance, c'était une série documentaire qui suivait une dizaine de danseurs sportifs qui faisaient soit du latin, soit du ballroom dans des compétitions internationales. Donc, on les suivait dans tout leur entraînement, tous les enjeux de couple, mais les enjeux avec leurs coachs, avec leurs entraîneurs, les compétitions. Puis après, on s'envolait genre à Blackpool, qui est un des centres où il y a une des plus grandes compétitions de dance sport qu'on appelle, de la danse sportive. Puis là, on filmait tout ça, ou on s'en allait à Miami. En tout cas, puis on revenait pour qu'est-ce qu'ils avaient appris, est-ce qu'ils avaient gagné, premièrement, mais comment tout ce parcours-là de l'athlète se passe derrière les scènes. OK? C'est le fun quand même. C'est des expériences qui te permettent de vivre toutes sortes de différentes dynamiques, des dimensions de vie, ça voyage. Tu as fait aussi Five Takes Europe. Ça t'a fait voyager à travers l'Europe, je pense, c'est ça? Oui, on changeait de pays et de ville aux 10 jours, puis il fallait livrer un épisode aux 10 jours parce que c'était presque en temps réel. C'était le début de la télévision américaine qui essayait de combiner le côté instantané de communication avec les spectateurs avec qu'est-ce qui se passait à l'écran. Donc, maintenant, on a les réseaux sociaux, on peut faire des lives de n'importe où, puis les gens interagissent immédiatement, mais à l'époque, il n'y avait pas encore cette technologie. Donc, moi, mon mandat comme series producer de cette série-là pour Discovery et Travel Channel, c'était de faire augmenter l'audience pour qu'elle soit plus dans le 18-25 que le 25-45 ou 25-55. C'était une audience quand même plus âgée. Puis on m'a dit, ramène une jeune audience. Puis grâce à cette émission-là, dont il y a eu 4 saisons, l'audience s'est beaucoup rajeunie au réseau parce qu'il y avait ce côté instantané. Les gens envoyaient des emails. On aimerait ça que la semaine prochaine, vous allez à tel café à Amsterdam où on peut fumer du pot. C'est qu'on envoyait nos jeunes, puis on filmait un segment dans ce café-là. Puis le café avait déjà entendu parler que des fans de l'émission avaient recommandé. Ça fait que là, on montait la nuit. On envoyait par le disque dur par avion. Il y avait toujours un PA,
entre New York et chaque ville européenne qui faisait comme un 24 heures de juste aller chercher le disque dur, de le rapporter, puis là, il faisait le mix, la colo à New York, et c'était diffusé genre comme le lendemain ou le surlendemain, puis nous, on tournait, là, on était constamment en appel avec New York, qu'est-ce que le réseau veut, puis là, c'était fou, on n'a pas beaucoup dormi pendant 2 mois, mais ça a été une expérience de travailler vite, puis d'être vif, là, de trouver les histoires, là, tu marches dans la rue, oh, on va aller tourner un segment là, on n'a pas le temps, on a juste comme 4 heures, C'est que ça, c'est très formateur aussi. Comment tu as fait pour te retrouver à faire de la réalisation de films documentaires? Moi, quand j'ai une idée, je fonce. C'est comme il n'y a rien qui m'arrête. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, tu sais. Si je te pose la question, mais en fait, je suis en train de te demander si tu fais la même chose que moi. Tu sais, on fonce, puis on verra les conséquences, ça va être quoi. Oui, puis je veux dire, c'était quand même très calculé parce que j'avais comme une clarté d'intention. C'était tellement clair pour moi. Je vais travailler aux États-Unis. Je n'ai pas les moyens de me payer un appartement à New York, mais voici la stratégie que j'ai. Puis j'ai juste mis la stratégie en exécution. Il faut juste avoir cette clarté et ce plan d'action. Oui, c'est ça. Aussi, tu as fait de la télésérie. Hein? Télésérie de fiction, pas vraiment. Ma douce vengeance, c'est quoi? Ah, La douce vengeance, c'est un segment que, en fait, j'ai réalisé 2 segments pour une série qui s'appelle Fait secours. C'était il y a 10, 15 ans peut-être, c'était à Télé-Québec et c'était une série où plusieurs réalisateurs de la relève devaient en 4 heures tourner un court-métrage et le livrer en 48 heures, un truc de fou comme ça. Fallait travailler rapidement, fallait scénariser, tourner et monter le film en 2 jours, je crois. Et c'était diffusé dans l'épisode suivant avec des juges qui nous donnaient des notes et on était éliminés. Moi, j'ai pu en faire 2. J'ai été éliminée après 2 courts-métrages, puis le gagnant en a fait 8. Donc, wow! Quand même. Oui. Ouais. C'est le fun, oui. Puis là t'as une série de courts-métrages qui sont venus après ça, à un moment donné, après ton dernier documentaire, je pense. Et ça, c'était toutes des autoproductions? C'était tous des projets à toi? Ou aussi? Oui, ma carrière de court-métrage, c'était autofinancé. Puis il y a 2 courts-métrages qui ont gagné plein de prix, Céramique Tango et Serpent's Lullaby, qui m'ont tellement ruinée financièrement que j'ai dû vendre mon condo en 2014, dans ces années-là, parce que je ne savais pas comment gérer un budget, je ne savais pas comment m'y prendre. J'avais pas de producteur nécessairement d'expérience. J'ai fait ça avec des amis puis des collaborateurs vraiment magnifiques. Mais l'argent, j'ai donné ma carte de crédit à un moment donné à un stagiaire, puis OK, va acheter les trucs qu'on te dit d'acheter. Puis là, comme à la fin du tournage, c'était 15 000, là, la carte de crédit. Puis ça s'est tellement accumulé, mais je ne pouvais pas lâcher. Le film était tourné, il fallait que je le finisse. Donc, après, c'est les festivals. Moi, je ne recommande pas ça à personne de ne pas travailler avec une stratégie. Puis je pense que ça m'a juste solidifié parce que les films d'après, j'ai appris, je me suis entourée des bonnes personnes. Et c'est là où ma carrière a explosé quand j'ai finalement compris qu'on ne pouvait pas être amateur à vie. Il fallait se professionnaliser à un certain moment. Et maintenant, ça va super bien. J'ai des équipes de producteurs, je collabore avec des gens d'expérience. Moi-même, j'ai gagné énormément en expérience et tout est financé dans les règles de l'art maintenant. Tu t'es intéressé aux films d'horreur aussi, quoi? Apparemment? Oui, bien, Céramique Tango, c'était à la base un film que je ne considérais pas être d'horreur. C'était un film plus de fantaisie. Et les acteurs qui ont joué dedans tripaient. Un des acteurs, Richard Cardinal, tripait beaucoup sur le cinéma d'horreur. Donc, sa personnalité a fait que le film est devenu naturellement et organiquement un film d'horreur. Et ce film-là a fait le tour du monde. Je me suis ramassée sur un panel
vraiment très prestigieux à Comic-Con à Toronto, au Fan Expo de Toronto. Ça m'a propulsée dans le milieu de l'horreur. J'ai gagné le Grand Prix à Hollywood au Shockfest, qui habituellement, c'est un long métrage qui gagne le Grand Prix du festival, mais cette année-là, c'est Céramique Tango, un court métrage qui a gagné. J'ai eu des articles dans la presse de Hollywood aussi, puis c'est ça qui m'a fait déménager à Los Angeles en 2014, c'est Céramique Tango. Et soudainement, tout le monde voulait que je fasse du cinéma d'horreur. T'es où en ce moment? En ce moment, je suis à Montréal. Ah, OK. Je suis revenue pour la pandémie, puis aussi pour Montreal Girls. Mais Oui. j'ai toujours mon appartement à Hollywood. Puis, Il y a plusieurs Canadiens. Il y a plusieurs Canadiens français à Hollywood? oui, il y a comme un cercle de Québécois qui vivent à Hollywood, à Los Angeles. On se connaît pas mal tous. Puis il y a une délégation du gouvernement du Québec à Los Angeles aussi qui soutient les artistes, les entrepreneurs, les gens du milieu de la tech qui travaillent en Californie. Donc, il y a des événements, il y a le cinéma québécois qui est souvent joué dans les cinémas là-bas pour des soirées spéciales francophones, des choses comme ça. Donc, il y a une belle communauté de Québécois. Et d'après toi, il y a combien de gens dans la communauté? As-tu une idée? On parle de 2000 personnes, 200 personnes, 4000 personnes? Je ne pourrais pas te donner les chiffres exacts parce que je ne les connais pas, mais de l'entourage de gens dans le cinéma, je te dirais que c'est peut-être une trentaine, quarantaine maximum. Ah, OK, OK. OK. Mais c'est une communauté qui se rassemble, où tout le monde fait son affaire. C'est facile de se retrouver parmi ces gens-là quand on arrive, un comédien, un acteur là, ou un aspirant réalisateur ou qui décide d'aller faire une visite à Los Angeles puis qui seraient intéressés peut-être à vivre là-bas. Ils peuvent s'intégrer facilement de retracer et s'intégrer facilement dans cette communauté-là? En fait, c'est par bouche à oreille. Donc, si quelqu'un sait que tu veux aller vivre à Los Angeles, ben, tu dis, ah, je connais quelqu'un, tiens, je vais te mettre en contact. Puis là, tu rencontres cette personne-là qui te fait rencontrer d'autres personnes. Il n'y a pas vraiment un organisme ou une association officielle comme telle, mais comme on finit par réseauter entre nous, puis le fait que la délégation du Québec à Los Angeles organise des soirées thématiques Québec. Il y a une soirée poutine pour la Saint-Jean, par exemple, dans le seul restaurant qui fait de la cuisine québécoise que je connais à LA. La délégation va organiser comme un souper buffet avec tous les Québécois, les francophones. Donc, c'est là où on se rencontre, puis par bouche à oreille, les gens savent qu'un tel vit là-bas, ben, je te mets en contact. Puis moi, j'ai aidé des Québécois qui venaient dans un café, on se rencontrait, je leur donnais mes conseils ou mes stratégies. Puis c'est comme ça. OK, il y a moyen de se trouver. Alors, un Québécois qui veut aller rencontrer des gens pour avoir un peu de soutien, pas se sentir tout seul, il y a une communauté là-bas, puis il y a moyen de trouver des gens qui font partie de cette communauté-là pour avoir des contacts là-bas déjà qui sont eux aussi des Québécois. Oui, c'est sûr qu'il faut les trouver, mais une fois que tu les as trouvés, moi j'ai plein d'amis québécois qui vivent à Los Angeles, puis on collabore ensemble, puis on se voit pour des 5 à 7. On s'invite à des événements. Si on a des billets pour des premières de films, on va s'échanger des billets. Donc, il y a cette affinité, mais comme dans toute société, il y a des gens avec qui tu t'entends plus que d'autres. Donc, tu crées des alliances avec Ouais. les gens avec qui tu as des affinités. Bien là, on va pouvoir dire aux gens de t'appeler quand ils vont arriver à LA, tu sais, pour la Bien voir. sûr, oui, pourquoi pas. Mais on ne lui donnera pas ton numéro de téléphone. T'as fait d'autres films d'horreur, non? Oui, j'ai fait Serpent's Lullaby, A Tricky Treat, Crimson Dance. Oui, j'en ai fait quatre ou cinq courts-métrages d'horreur. Et il y en a un qui t'a marqué plus que les autres, qui a été la production sur laquelle tu as vécu, je ne sais pas, ta plus belle expérience à titre de réalisatrice, ou est-ce qu'il y en a un? C'est sûr que Céramique Tango a déclenché ma carrière dans le cinéma de genre, d'horreur, entre autres, mais c'est aussi le catalyseur de ma découverte que je pouvais travailler avec She Energy. Et ça a été la validation pour moi de me dire, wow, il y a quelque chose de vraiment unique que je peux apporter
à une équipe, à un acteur, à un film, et je vais l'exploiter. Puis j'ai trouvé des mentors un peu partout pour me guider là-dedans parce que moi, je suis clairvoyante et je le savais que je l'étais, mais là, on dirait que ça m'a permis de comprendre comment je peux l'utiliser pour raconter des histoires et pour soutenir une performance à l'écran. OK, OK. Il y a un film que tu as fait, moi je connais des gens qui ont participé, c'est Morning After. Je ne sais pas si je me trompe, mais il y a Christian Hodko, que je connais bien, qui il a participé à la scénarisation, je pense, oui? Bien, lui, c'est le scénariste, en fait, c'est son scénario. Et pendant l'été, juste avant le tournage, on a collaboré ensemble à améliorer le scénario, à l'adapter aux différents acteurs qu'on avait pu trouver. Puis ça a été le premier court-métrage officiel où j'ai déclaré, je vais travailler avec la méthode Chi Énergie de A à Z. Parce qu'au début, c'était comme naturel, organique, mais là, j'avais consciemment décidé, on va faire un court-métrage avec la méthode et les acteurs de ce film-là sont venus s'entraîner pendant 4 heures dans un studio de yoga où j'ai enseigné comme la méthode de base, la technique de base. Et on a travaillé comme ça sur le plateau, mais après, quand j'étais en post-production, moi-même, j'ai travaillé avec Chi Énergie en montage et en composition musicale, en coloration, tout l'aspect mix. Il y a eu le Chi Énergie qui a été appliqué en post-production aussi. Puis le court-métrage est allé dans 80 festivals de films. Il a gagné une 30aine de prix, dont Thomas Vallière, l'acteur principal, a gagné meilleur acteur. Puis un prix pour l'ensemble des acteurs, le Ensemble Cast à Hollywood, on avait gagné aussi. Donc, je suis très fière de ce court-métrage-là. OK, le temps passe, puis on veut quand même parler de ton dernier projet, celui qui a occupé ta vie depuis combien de temps? Il occupe ta vie depuis combien de temps, ce projet Montreal Girls? Je ne veux pas le dire trop, mais 10 ans. C'est un projet qui s'est fait en 10 ans. C'est en 2011 que mon co-scénariste Kamal John Iskander et moi, on a commencé à discuter c'était son idée de base, en fait, de faire un film sur les Montreal Girls. Il y avait comme un mythe dans sa tête qui existait par rapport aux Montreal Girls. OK. On va regarder un clip, puis après ça, on va pouvoir continuer d'en parler. Les gens vont être un peu plus en contexte parce qu'il y a un teaser que j'ai, puis on va regarder ça.
Alors, oui, on continue. On en parle, les gens sont en contexte, ils ont vu. Qu'est-ce qu'ils viennent de voir? Là? C'est quoi cette histoire? Ben, en fait, ce que vous venez de voir, c'est un making-of sur le plateau, le tournage de Montreal Girls. Et c'est mon premier long métrage dramatique, mais c'est aussi le premier long métrage de l'histoire qui est fait avec la méthode Chi Energy. Donc, je suis très excitée de présenter ce film-là. C'est un film qui a beaucoup de diversité culturelle. Donc, les acteurs ont été castés de façon très authentique par rapport à leur culture, par rapport à leur sous-culture ou à leur authenticité. On a aussi des personnages réels de Montréal qui jouent leur propre rôle, dont Bloodshot Bill, qui joue lui-même. Et les musiciens jouent pas mal, eux, leur propre rôle. Donc, c'est un film qui parle d'un jeune étudiant du Moyen-Orient qui vient étudier à Montréal pour devenir médecin, parce que c'est ça que son père veut qu'il devienne. Mais en rencontrant les filles de Montréal, ces filles-là le mettent au défi de ses croyances, de sa façon de voir le monde. Ah, les femmes de Montréal! Oui. Ah! Et grâce à elle, ce jeune homme, Rami, va découvrir c'est quoi sa réelle destinée, qui est celle de devenir poète. Oh, mon Dieu, ouais. Et les, les- 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 ça a été tourné où exactement? À différents endroits ou? Oui, ça a été tourné entièrement à Montréal, surtout sur le plateau Mont-Royal et le Myland, qui sont les quartiers que j'adore, où j'habite moi-même à Montréal, et quelques autres endroits à Pointe-Claire ou dans le West Island. Ah, OK. Mais Et, ce qui est beau avec le film, c'est on a vraiment été dans les vrais lieux. On nomme les lieux comme l'Esco, le bar L'Esco, qui est comme le bar mythique de Montréal pour la scène punk rock, la scène musicale underground. On dit qu'on est là, tu sais, c'est des lieux réels. Le Carré Saint-Louis, le Mont-Royal, le Quai des Brumes, on les nomme, ces endroits-là, dans le film. et comment on fait quand on veut tourner un film comme ça pour obtenir la permission de tourner dans un lieu public? Ben, il faut travailler avec la Ville de Montréal. Il faut engager un régisseur, un directeur de location et un régisseur professionnel qui, eux, ils ont tous les contacts, ils connaissent les démarches, la logistique de comment bloquer des rues, comment obtenir des permis, comment aller chercher des stationnements, pour mettre les roulottes. Tu sais, on avait quand même des grosses roulottes qu'il fallait stationner à des endroits stratégiques proches du plateau avec des navettes. Donc, c'est toutes des choses que c'est pas moi qui ai organisées, c'est des équipes qui sont formées, qui sont professionnelles là-dedans. Et pour toi, c'est ton premier long métrage, mais est-ce que c'est le plus gros projet pour toi, à date? De projet personnel, oui, c'est celui qui a été financé par les institutions. Donc, on a reçu le support de Téléfilm Canada, de la SODEC et de Harold Greenberg Fund. On a aussi le soutien de Film Option International, mon distributeur. Puis Mégaphone, qui est la compagnie de Paul Cadieux, notre producteur exécutif. Donc, c'est sûr qu'en ayant ces gens-là dans mon équipe, ça l'a permis d'aller chercher du financement, puis de travailler avec les unions, les syndicats, puis de respecter toutes les règles. C'est ça, et vous avez eu combien de jours de production? On a eu 15 jours avec l'équipe officielle, puis quelques autres jours par-ci, par-là, des demi-journées de deuxième équipe. Pour un long Donc, métrage, il fallait que ça clenche, hein? Tourner oui, ça en ça 15 clenchait, jours? mais j'étais bien préparée, disons. Puis mes acteurs étaient très, très bien préparés aussi. Ah oui, c'est vrai, tu as ton approche, là, Oui. oui, 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 ta relation avec tes acteurs, puis ton approche avec l'énergie chi. Et là, ce projet-là, c'est pas fini. Vous êtes en post-production ou c'est Oui, fini? je termine très bientôt le montage et ensuite on va aller dans les festivals pour lancer le film dans une première mondiale, première canadienne, etc. Et il y aura une sortie dans les cinémas éventuellement en 2021, on espère.
Et, d'après toi, pourquoi ces gens-là, ils veulent travailler avec toi, là? Tout ce monde-là, là, qui sont venus participer à ton projet, te soutenir là-dedans par toute leur expertise, leur argent, là, pourquoi ils sont venus à toi, d'après toi? Mais je pense que le scénario était bon, l'idée était bonne. Ça, c'est la chose que les institutions vont regarder. C'est est-ce qu'on a un bon scénario qui mérite d'être tourné, d'être financé. Mais je pense que mes collaborateurs, en ce qui me concerne moi, ceux qui sont venus me supporter moi, c'est qu'il y a cette ouverture de collaboration, cette fluidité où moi, je suis très inclusive et je mets tout le monde euh, au même niveau, à un plan d'égalité créative. Donc, ce n'est pas la réalisatrice qui prend toutes les décisions. Oui, c'est moi qui prends les décisions, mais il y a beaucoup de consultations, beaucoup d'inclusion des idées de mes collaborateurs parce que c'est là où je trouve qu'il y a une richesse. C'est que quand tout le monde s'enligne dans la même intention, avec clarté, et qu'on a tous envie de raconter cette même histoire, bien, tout le monde vient apporter un peu de eux-mêmes pour soutenir cette histoire-là. C'est ça qui est la beauté. Les acteurs adorent travailler avec moi, en tout cas, c'est ce qu'ils m'ont exprimé, parce qu'ils peuvent s'exprimer sur leurs personnages, ils peuvent donner leurs idées. Il y a beaucoup de répliques qui ont été changées pour qu'elles soient plus dans la bouche de l'acteur, de son identité. Donc, le casting, déjà que le casting soit très, très proche du personnage, permet cette souplesse à l'acteur de pouvoir adapter à lui ce personnage-là. Et comme je travaille entre le documentaire et la fiction, même dans un cadre de fiction, je suis toujours en mode documentaire. Donc, ça m'est arrivé plein de fois que je disais à mon directeur photo, OK, tourne la caméra, commence à rouler, puis on fera un clap de fin parce qu'il y a un moment magique qui se passe que c'était même pas dans le scénario. Puis j'ai rendu folle mon équipe, je te jure. On n'a pas le temps, c'est pas dans la call sheet, c'est pas dans le découpage, commence pas à changer ton plan. Et pour moi, c'est ça les moments magiques du film. C'est ça que... Puis tu vois, les gens ne sont pas habitués de travailler comme ça. Ouais. Tout est comme calculé à l'avance, mais la magie sur le plateau se passe dans l'instinct de l'acteur. Puis souvent, cet instinct-là ressort juste à ce moment-là. C'est comme un animal sauvage, il faut le capturer. Et ça, je l'ai appris en travaillant avec National Geographic. Tu tournes, puis à un moment donné, il se passe un moment magique, puis c'est celui-là, ce 10 secondes-là qui se retrouve dans le film final, dans le documentaire final. Ce n'est pas le 10 heures de tournage que tu as fait cette journée-là, nécessairement. C'est ça, un moment vivant, un moment organique, un moment... Ouais. Oui. Oui, c'est ça. Si c'est pour ça qu'il faut que je choisisse bien mes équipes, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut s'adapter à ma façon de travailler. Puis je ne veux pas être frustrée ou me sentir limitée sur mes propres plateaux de mes propres films en travaillant avec des gens beaucoup plus dans les conventions de la technique. Donc, il faut trouver ce juste milieu. Et heureusement, j'avais une équipe qui était ouverte à ça. Puis je les ai choisis justement pour ces raisons-là. Oui. La façon que je te connais, moi, tu es très travaillante, tu es très dévouée, tu es toujours impliquée dans l'action pour faire avancer les choses, tu es toujours inspirée, tu es toujours... c'est quoi le conseil que tu aurais donné à des aspirants réalisateurs qui rêvent de réussir ou d'en arriver eux autres aussi à tourner leur premier long métrage avec un bon budget comme toi, là? Qu'est-ce que tu aurais à leur conseiller? Parce que je connais tellement de gens qui me disent ça, que c'est leur rêve. Mais qu'est-ce qu'il faut qu'ils sachent? Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent, d'après toi, pour se rendre où tu t'es rendu? Je vais vous raconter comment je me suis rendue. C'est quand j'ai enlevé l'ego. L'ego, c'est-à-dire cette envie de faire un film pour moi. C'est mon film, c'est mon idée. C'est non. Le moment que tu transformes ton envie de le faire pour toi pour servir les autres, servir l'histoire, servir quelque chose, un message plus grand que toi qui va vraiment aller transformer l'audience, qui va rendre le monde meilleur et que tu te détaches de ton ego pour être au service de deux personnes ou plus que toi-même dans le processus, c'est là où l'abondance arrive, puis de façon inattendue. Les gens veulent te financer, les gens veulent t'aider.
puis tu t'entoures des meilleures personnes dans l'industrie, des meilleurs collaborateurs, des meilleurs artistes. Et c'est ça la leçon que je peux transmettre, c'est vraiment d'être au service d'une histoire parce qu'elle mérite d'être racontée pour Alors, rendre le monde meilleur. alors là, ta magie, ça attire tout ce monde-là, cet argent-là et tout. Et toi, tu t'assois, tu fais rien et tout se fait pour toi? C'est comme par magie, boum, le film est fait. C'est ça? C'est comme ça que ça marche? Ben, Il a fallu que tu c'est un accélérateur. il a fallu que tu travailles un peu, non? Oh, ben ça, j'ai arrêté de compter mes heures parce que je pense que si je comptais toutes les heures que j'ai mis sur mon long métrage, je serais payée 50 cents de l'heure ou peut-être moins. Donc, honnêtement, quand tu es dévoué à une cause, à un message, à une histoire, ça n'a même plus d'importance. Tu te donnes à fond, tu sais. C'est la passion. Oui. C'est la passion qui prend le dessus. Oui, Ben, oui, merci la drive beaucoup. qu'on appelle. Oui, oui. Merci, Patricia. Ça me fait plaisir. C'était une entrevue magnifique. C'est vraiment fait sortir de moi beaucoup d'informations. Ah, puis si on avait encore du temps, je t'en ferais sortir plus. On pourrait jaser en masse encore, mais ouais, je suis content que tu as accepté d'être avec nous. Je suis certain qu'il y a beaucoup de gens qui vont être inspirés par ton histoire. Et ça m'a fait plaisir de passer un moment avec toi aussi parce qu'on ne se voit pas souvent. Donc, surtout là, de ce temps-là. Alors, ça m'a fait plaisir de te voir. Puis merci beaucoup d'avoir été Cheers! avec nous. Tiens, bouge pas. Cheers! Cheers!